Ironhead, page 260. Appelez-moi Dolores. Enchanté. Wilde, Tony Wilde. Je suis en vacances ici. Marié? Oui, ma femme est restée à Los Angeles. Je suis espagnol et je parle 5 langues couramment, même l'arabe, dit Dolores. Maria Conchita Dolores del Parsifal, noble. Je suis la fille d'une famille très noble d'Espagne. Journaliste de métier. Et vous, Seigneur Wilde, dit la jeune femme. Spécialiste en océanographie et études hydrologiques, dit Wilde d'un ton sec. Intéressant. Vous avez un très beau métier, répliqua la noble espagnole. Américain? Oui, dit Wilde, en avalant une bonne gorgée de cocktail glacé. Un homme entra dans le piano-bar. Il était corpulent et sa chemise ouverte laissait apparaître une grosse chaîne en or. Ses cheveux étaient mal coiffés, légèrement blonds. Il portait une moustache fournie. 2 autres hommes le suivaient, ils avaient l'air d'être du pays. L'homme à la voix cassée s'installa au bar à côté de Wilde. Il demanda un whisky en criant « Serre-moi un verre, un double, du sec, veux-tu » dit l'homme à la chemise ouverte et à l'allure débrayée. Sans prêter d'attention à Wilde, il lança « Bonsoir, mignonne !»« Laissez-moi en paix, je ne vous connais pas, dit Dolores. » Wilde le dévisagea, sa tête était d'apparence lourde. Il n'avait visiblement pas d'armes sur lui, quelques cicatrices et une balafre profonde sur le menton. Wilde tâta discrètement le creux de son dos. Il avait sur lui un Americana calibre 45, petit, fiable et chargé. Son holster le camouflait bien sous sa veste, et Wilde lorgna vers les 2 hommes de main du balafré. D'un geste agressif, la brute aux yeux clairs saisit la main de Dolores. La jeune femme la rejeta en la poussant. « Je vais appeler la police si vous continuez, dit-elle. « Cette face de Yankee avec toi, reprit le balafré. « Oui, laissez-la, dit Wilde calmement. Un homme de main du gangster lui adressa des paroles en arabe. « Solomos, allons ailleurs, elle est accompagnée. » Wilde n'eut que le temps de se baisser pour éviter le coup de poing direct qui lui était destiné. Dolores changea de place. Elle resta là, regardait la scène devant la porte d'entrée. Solomos envoyait un autre coup de poing que Wilde évita avec aisance. Il donna un grand coup de pied, énervé de ne pouvoir toucher le frêle personnage. Son pied heurta le bar et il hurla de douleur. « Oh, salaud, je vais te faire la peau !» Wilde, qui était expert en close combat, se baissa et Solomos, emporté par son élan, s'affaissa sur une table vide. Le barman, un Marocain, appela la police. Maintenant, les 2 hommes se ruaient sur lui en disant des insultes. Wilde, d'un geste vif, appliqua un coup du tranchant de la main sur la nuque de l'un, et tournant sur lui-même, il plaça son orteil en un coup violent contre la pomme d'Adam de l'autre. Les 2 voyous tombèrent sur le sol inanimés. Tony Wilde reprit position. Solomos venait sur lui, un couteau à cran d'arrêt dans la main. Il voulut le planter dans le ventre, mais emporté par l'élan, le colonel Wilde le poussa par un geste technique rappelant notre jujutsu. Ben Solomos tomba à terre, les genoux au sol. Il voulut saisir Wilde de son bras droit, mais sa main n'a pas le vide. Désolé, t'es trop méchant, dit Wilde en lui assénant un coup de pied sur la tête à la manière d'un footballeur. Solomos reçut le boulet, il se coucha au sol, le visage ensanglanté, inanimé. Le sang giclait de partout de son visage. Wilde posa son pied sur le cou de la brute. « T'es sonné maintenant, tu veux encore quelques coups? C'est gratuit, lui dit Wilde. » Ben Solomos voulut se relever, mais épuisé, et s'affaissa de tout son poids, inerte. Dolores applaudit d'admiration. Wilde retourna au bar, comme si rien ne s'était produit. La police entra. Wilde présenta des papiers. Il expliqua que ces 3 personnes voulurent attenter à sa vie et ennuyer la dame. Abdelkrim, l'officier de police, salua Wilde. Il arrêta Ben Solomos et ses sbires. « C'est une attaque à main armée, monsieur Wilde. Cela peut coûter plusieurs années de prison. Venez faire une déposition des faits demain matin au commissariat principal, dit l'officier, en quittant les lieux, après avoir vérifié l'identité de Tony Wilde. Le colonel quitta le piano-bar, accompagné de la signora Dolores. « Allons prendre un verre ailleurs, j'ai une voiture juste à côté, dit la charmante personne. Une Bugatti était stationnée de couleur gris-argent. Dolores prit place à son bord et invita Wilde à ses côtés. Le bolide démarra en trombe. « Pour un spécialiste en études océanographiques, vous vous en sortez bien à la bagarre, lança Dolores. « J'ai fait beaucoup d'arts martiaux comme sport jeune, vous savez, répliqua Wilde. Puis il regarda sa montre à quartz. Il était à présent 00:15. Dolores, déposez-moi, je vous en prie, au Sheraton Palace. Voulez-vous ?
Conchita Dolores eut un léger rictus aux lèvres. Il se trouvait que Wilde n'était pas le genre d'homme qu'elle pensait, non. Il n'allait pas lui sauter au cou et passer une nuit des plus roses. Wilde pensait à sa femme Hélène qui devait l'attendre sagement chez eux à Los Angeles. Sa robe bien moulue et son parfum de vampe n'attiraient nullement Wilde ce soir-là. La Bugatti s'arrêta en face du palace. Wilde dit au revoir à la belle Espagnole et prenant ses clés de chambre, il entra dans celle-ci en s'enfermant à double tour. Tony observa une pause. Il resta un instant immobile, prêt à frapper dans l'obscurité un éventuel agresseur. Glissant la main dans le creux de son dos, il retira l'Americana Colt 45 et alluma la lumière de la chambre. Il trouva un message qu'il ouvrit sous enveloppe. Il lut une convocation de la police. Wilde devait se rendre en matinée pour expliquer l'agression dont il était sorti indemne. Le colonel mit un pyjama léger et entra dans son lit. Soudain, quelque chose de lisse glissa entre ses pieds. Tony devint blême. Il resta immobile. Des sueurs froides coulaient sur son front. « Nom de Dieu !» se dit-il. Devant lui, sur sa couverture, un gros bras royal noir avait sorti sa tête et soufflait en sa direction en rejetant la tête en arrière, saisissant l'occasion propice pour le mordre. Bande de fumier, se dit Wilde en saisissant doucement le col tabarilé, sans faire de mouvement brusque. Le cobra continua à approcher de son torse. Il releva la tête en émettant des petits sifflements et la rejeta en arrière. Wilde calmement lui plaça le canon de son arme devant la tête et d'un sang-froid incomparable, il fit feu, tuant le reptile. Le bruit du flingue résonna. Wilde se releva. Le serpent ne l'avait pas mordu. Il gisait sur le tapis couvert de sang. On frappa à la porte. Des responsables de la sécurité étaient là, présents. Le colonel leur désigna le cobra tué. Un homme chauve entra dans la pièce. « Monsieur Wilde, veuillez me suivre. Nous sommes désolés de ce qui s'est produit. » Un médecin se présenta à Wilde. Ils entrèrent dans une chambre située dans l'étage même qui faisait office d'infirmerie. « Je n'ai pas été mordu, » insista Wilde. « Simple précaution, » dit le médecin, et il fit un vaccin anti-venimeux au colonel de l'USAR Force. « Détendez-vous, ceci vous fera le plus grand bien, et vous dormirez bien reposé, » continua le médecin de l'hôtel. Le consul américain contacta Tony Wilde peu après. « Monsieur Wilde, je suis vraiment confus. J'ai tout appris à l'instant. Si vous êtes mal à l'aise, venez donc chez moi. » Wilde passa la nuit chez le consul. Il s'endormit plus confiant. Au petit matin, Wilde, descendant les escaliers de la propriété du consul, découvrit, assis tranquillement autour d'une table de breakfast, la silhouette de la tête hirsute de son bon vieux Harry plongé dans une discussion. Avec lui était assis Marlowe Fahrenheit, le consul, et Abdelkrim, l'officier de police. « Bonjour, fit Wilde, en prenant une chaise. Le jardin fleuri de la propriété était agréable. Beaucoup de parfums naturels, de fleurs et de terre s'en dégageaient. Le général s'adressa à lui. « On m'a dit que vous l'avez échappé belle hier soir. Ben Solomos a été arrêté. Un de ces hommes de main a tout avoué. » Monsieur Fahrenheit alluma une cigarette. Il balbutia. « Cette étrange marque n'est pas un sigle de société connue. Ce n'est pas non plus un de mes concurrents directs. » Le général Harry entra dans des hypothèses détaillées, en ébauche d'explications. Nos renseignements ont découvert, après examen minutieux de la photographie sous-marine que vous avez prise, l'existence d'une organisation secrète jusqu'à aujourd'hui. Il y aurait en effet des fuites dans la production de pétrole dans cette région du monde, laissées au grand secret des États avoisinants. Les pipelines de taille réduite sont une nouveauté dans ce domaine. Ce qui est extraordinaire, c'est que la façon dont ils extraient le brut est quasi révolutionnaire. Aucune plateforme offshore, aucun indice de surface, pas le moindre tanker pour le transport. Les réseaux de pipeline disparaissent en profondeur au large des Açores et aucun satellite n'est arrivé à photographier cette zone par beau temps jusqu'à présent. On pense que l'organisation San Theodoros est très développée vu la rapidité de tout ce qu'ils entreprennent depuis lors. Pensez-vous que cela soit lié à Iron Heat, général, demanda Wilde. L'organisation San Theodoros, c'est-à-dire Sigma, sous le contrôle d'Ironide? Non, absolument pas, expliqua Harry. Pourquoi ne pas leur lancer la marine autruche, demanda Marlowe. Nos sous-marins ne trouvent rien dans ces lieux de l'Atlantique. Les réseaux de pipeline disparaissent chaque fois qu'une mission est tentée. La seule qui ait vraiment réussi est l'opération que vous avez menée à part entière, Tony, dit le général. Il y aurait donc des constructions dans l'Atlantique Nord, des bases sous-marines camouflées, dont la lettre grecque sigma serait le code de reconnaissance, demanda l'officier marocain. En quelque sorte, lança Marlowe, le magma des industries d'extraction pétrolière.
Le gouvernement portugais refuse d'intervenir. Il utilise les mots balivernes et sans fondement, perte de temps et d'argent. Le gouvernement marocain est au stade où nous en sommes actuellement. Les seules phrases prononcées jusqu'à aujourd'hui, nos eaux territoriales sont injustement découpées vu la position géographique de notre pays. Il n'y a aucune équité dans la structure de découpure de nos eaux territoriales. Je ne veux pas vous en dire plus, reprit le général américain Harry Stevenson. Yanis Kouroudakis, dont le nom de code serait Ronhid, a été arrêté, puis relâché, faute de preuves dans ses tribulations. Il avouait être manipulé par une puissance qu'il a qualifiée d'extraterrestre, prenant son identité plusieurs fois pour intervenir un peu partout. Le grec est libre et agit comme il veut, vu son état d'homme fort introduit dans les hautes sphères des gouvernements dans le monde actuel. Nous ne savons rien de cette organisation. Une documentation détaillée relèverait des agents de renseignement du CIA, expliqua Tony Wilde. Marlowe Fahrenheit se leva et fit une proposition. Général Stevenson, Monsieur Wilde et vous, inspecteur Abdelkrim, allons faire une randonnée en mer à bord de mon yacht. Un moment de détente ne nous ferait que voir les choses plus clairement. 10 minutes après, nos amis se retrouvèrent au port de Tanger. Les formalités administratives facilitées, ceux-ci embarquèrent à bord du Trump Princess, un magnifique yacht en possession du richissime industriel Marlowe Fahrenheit. Le navire appareilla pour une balade en mer. Marlowe Fahrenheit, habillé sport, portait un chapeau sur la tête, un bob plissé précisément. Il offrit un cocktail à tous nos amis. L'inspecteur Abdelkrim refusa de boire de l'alcool. Il ne supportait pas de boire en mer. « Je ne supporte pas l'alcool, » dit celui-ci au steward. Thomas Hawker apparut sur le pan. « Ah, Thomas, en voilà une surprise, » dit Harry Stevenson. Il faisait beau ce jour-là. Les mouettes suivaient le yacht en hurlant. « J'ai soumis cette étrange affaire à la justice. Le dossier pompage illicite fait la une de tous les journaux étrangers, » dit l'inspecteur Abdelkrim. Un homme en tenue de marine s'entra sur le pont. « Capitaine Kanu Knights, commandant de la frégate Gépard de l'US Navy, » dit-il en saluant le général Harry, très respectueusement. « Repos, capitaine, dit le général en invitant l'officier à s'asseoir près de lui. Général, le dénommé Yanis Kouroudakis a comparu devant un tribunal aux États-Unis. Il n'est pas lié à l'affaire en cours pour la marque Sigma. Il y a encore beaucoup de mystères pour éclaircir l'origine exacte, mais notre bureau de renseignement fait un travail acharné à ce sujet. »« Merci, capitaine, dit le général. Si nous faisions une partie de pêche, proposa Marlowe en tapant dans ses mains. 2 matelots sortirent sur le pont. Préparez les cannes à l'arrière du navire, nos invités vont pêcher le gros, reprit celui-ci. Sur la plateforme arrière, nos amis entamèrent une partie fort distrayante. Lancez l'appât, cria Marlowe à ses matelots. Harry et Tony s'installèrent sur 2 chaises pivotantes et s'y fixèrent par des ceintures. Les fils de pêche en acier furent lancés. « Cela me rappelle mes vacances avec vous, Thomas, » dit le général Harry. Marlowe s'esquiva pour vérifier le sonar. Tout marche normalement. Sur un écran cathodique, l'appareil donnait des mesures de fond et de la forme du relief sous-marin. Les matelots déversèrent de l'appât en mer pour attirer les espadons. « Nous sommes dans la zone, accélérez la cadence de l'hélice, en avant toute, vitesse maximum, » lâcha Marlowe. Il revint sur le pont peu après. Stevenson cria. « Oh, j'en ai un gros, là !» Wilde, content, dit. « C'est un espadon, général, tirez fort, fatiguez-le !» Le général, habitué à pêcher le marlin, donna du lest. « Ça vous tente ?» lâcha-t-il en regardant l'officier de police. Il remit la canne fixée à Ahmed Abdelkrim, qui la saisit de ses grosses mains. L'officier marocain prit la place du général. Il donna quelques coups de moulinet. Thomas Hawker l'attacha à la chaise fixe. « Ce n'est pas trop lourd ?» demanda Hawker. « Non, ça va, fit l'officier supérieur de la police marocaine. Au bout d'un quart d'heure, Ahmed remonta l'espadon sur le pont. Il pesait au moins 90 kg. Le Trump Princess entra dans les eaux espagnoles. Un message radio fut capté. Tout en dégustant des tranches d'espadon cuits au citron, le capitaine du Gépard lit le message au général Harry Stevenson, US Army, US Air Force et US Navy, ordre de rejoindre le consul américain à Tanger. Terminez de blaguer, les gars, on rentre au bercail, lança Harry. Wilde versa une bonne dose de sauce à l'ail sur sa tranche de saumon cuit au beurre. Il mangeait avec appétit. Thomas Hawker lui dit « Ma femme raffole d'aimer de la cuisine à base de poisson. Je vais demander à Marlowe une bonne tranche à emporter. C'est son violon d'Ingres. » Tony sourit. Le yacht arriva à l'entrée du port de Tanger. Marlowe déboucha une bouteille de vin blanc. Il offrit une tournée générale à ses invités.
Votre compagnie a été très agréable. Je vous attends demain chez moi, à la villa. Dragon des Hespérides. Vu la tournure des choses actuellement, dit celui-ci en levant un verre de vin à la santé de ses hôtes. Arrivé à bon port, le général Harry, le colonel Tony, Thomas Hawker quittèrent les lieux dans une voiture de l'ambassade américaine. Ils se retrouvèrent chez le consul. Madame Helena Stevenson et Madame Hawker les attendaient dans la luxueuse propriété. Wilde prit des nouvelles de sa femme à Los Angeles. Il quitta la villa du consul pour une promenade à Tanger. Wilde se promena dans la ville jusqu'à la tombée de la nuit. Il s'acheta un appareil à photo bon marché et prit plusieurs clichés de la ville sous ses divers aspects. Wilde mangea dans un restaurant rustique des spécialités marocaines. Il rejoignit la villa du consul vers 21h dans un taxi. Le colonel Wilde fut convoqué discrètement par le général Stevenson. Dans une chambre seule, il parlait doucement. « Colonel Wilde, les dernières recherches selon les bureaux de renseignement américains laissent croire que les constructions sous-marines sont l'œuvre de richissimes nobles européens. Ces nouvelles recherches ont abouti à l'héraldique européenne. Il y aurait des ducs, des princes, tout ce qui serait noble ou issu de la noblesse européenne. La lettre grecque sigma signifierait seigneurie. Ce qui laisse croire que la noble Conchita n'a pas croisé notre chemin pour des prunes, dit Tony. En quelque sorte, fit le général. Puis Harry Stevenson parla à Wilde d'un air persuasif. Rejoignez-la et essayez d'être sûr que la signora fait partie de cette organisation. Tenez, d'après nos renseignements, elle se trouve très souvent au Perroquet d'Or, une boîte branchée dans la marina de Tanger. Ouvrez l'œil, Tony. Je vous attendrai demain chez notre ami Fahrenheit. Au revoir. Tony s'habilla élégamment. Il prit soin de mettre une arme derrière son dos, bien habillé, bien coiffé. Il quitta sa chambre en direction du Perroquet d'Or. Wilde prit la voiture du consul et congédia le chauffeur après lui avoir laissé un cadeau de $100. Il entra dans la boîte de nuit. Il était à présent 23h30 heure locale. Dedans, des couples chics et un orchestre. Une jeune Britannique se produisait sur scène. Wilde s'installa au bar. Il balada un regard de 360 degrés dans les environs. Maria Conchita Dolores était là-bas, sa gauche, en robe blanche très serrée. Son maquillage était léger, subtil, et son air décent attirait vers elle les regards des gros bonnets présents. Conchita parlait en souriant à un couple très élégant. Tony regarda sa montre. Il était minuit. Soudain, une main tapota son épaule. Se retournant, il réalisa la présence du capitaine Keanu Knights. « Bonsoir, Tony. Agréable séjour, dit celui-ci. Le capitaine était accompagné de 2 jeunes femmes mannequins fort attirantes. « Je te présente Carole et Suzanne, des amis à moi, dit le capitaine. Wilde salua en souriant, cheveux blonds et roux, bien coiffés à la lionne. Leur robe grise et bleu pâle très serrée laissait deviner leur corps gracieux. Mais Wilde était captivé par la signora Dolores dont il devait gratter le plus de renseignements possible. Discutant sans arrêt, il resta sur le qui-vive à épier ses moindres faits et gestes pour se glisser dans sa conversation. Profitant de l'occasion propice, il alla vers elle et la salua. Elle fut satisfaite de le revoir. Vers 5 heures du matin, les cinq amis quittèrent la boîte de nuit ensemble. Wilde essaya de pénétrer la vie privée de la signora Dolores pour connaître ses relations au Maroc et en Europe. En quelques jours, il put avoir les adresses des clubs qu'elle fréquentait et certains numéros de téléphone privés. Il put aussi écrire les principales adresses de ses contacts après les avoir photographiés dans le plus grand secret. Après soumission de ces indices au service de renseignement américain, Conchita était noble, certes, mais rien ne la laissait être impliquée dans l'étrange organisation Sigma. Toutes ses connaissances étaient loin ou n'avaient aucune relation directe avec la mystérieuse lettre grecque dont il avait pris un cliché à plus de 250 mètres de fond dans ses péripéties atlantiques. Un bon matin, alors qu'il s'apprêtait à rentrer aux États-Unis, Wilde fut contacté par le général Harry. Regardez, Wilde, c'est incroyable. Le gouvernement portugais fait appel à un satellite d'études océanographiques pour dénoncer l'affaire des constructions sous-marines. Les photos se révèlent exactement là où nous les avons prises. Le Premier ministre portugais est prêt à payer pour arrêter une mystérieuse organisation de l'ombre opérant dans les eaux de l'Atlantique. C'est bien ce que je pensais, général. La marine portugaise et américaine vont faire des manœuvres. C'est une Sea Star pour élucider ce mystère. Mystère ou arnaque, sur le Times en gros titre, des plongeurs de l'US Navy explorent les lieux, lit le général. Wilde regarda le titre avec attention.
Tout est clair à présent, nous saurons qui est derrière tout cela, commenta Tony Wilde. Tony, je dois rentrer à présent aux États-Unis. Helena Kimberley, mon épouse, me l'a demandé. À bientôt. Faites-moi un rapport de cette affaire. Ils vont sûrement me mettre ce dossier sur les bras, dit le général. Thomas Hawker fut content que l'affaire devienne dévoilée, mais son côté plein de mystère laissait tout le monde en suspens. Dans l'avion qui les ramenait aux États-Unis, Madame et M. Hawker, ainsi que la générale et son époux Harry, discutaient inlassablement de cette intrigue. Tony Wilde rentrait aussi en Amérique, mais dans un autre avion, dans le 777 de l'American Airlines, vol 999. Wilde mangeait un délicieux repas chaud avec beaucoup d'appétit. À ses côtés, un homme âgé lui parlait de temps à autre. Le Boeing était au-dessus de l'Atlantique depuis 5 heures déjà. Il restait environ 2 heures moins quart de vol jusqu'à New York. Tout à coup, des hommes dans l'avion mirent des masques. Les passagers furent saisis d'effroi et crièrent. Un homme sortit de la cabine de pilotage armé d'une petite mitraillette à crosse dépliable. Il portait aussi un masque sur le visage. Il saisit le micro de l'hôtesse et parla aux voyageurs. « Mesdames, messieurs, sachez que nous ne voulons aucun mal. » Les voyageurs prirent peur. Le pirate de l'air donna des armes à ses complices. Wilde regardait la scène. Il n'était pas armé. L'homme âgé à son côté devint blême. Des masques à oxygène tombèrent des boîtes situées au-dessus des passagers. Le pirate de l'air reprit. « Comme je vous le dis, nous allons être retardés, mais sachez que nous recherchons un homme dans cet avion, le général Wilde, Tony Wilde. » Que devait faire Wilde? Aller vers les pirates ou rester dans l'anonymat? Il ne tarderait pas à être reconnu. Les pirates ramassaient à présent tous les passeports, des armes automatiques. Le moindre geste d'héroïsme, c'est le plongeon assuré pour tous les passagers, pensa-t-il.